B1, l'essentiel de l'actualité de la semaine. Bienvenue à tous. Le ministre de la Communication et Médias de l'Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, porte-parole du gouvernement, était face à la presse ce mardi. Lambert Mende a tenu à donner la position du gouvernement sur les questions brûlantes d'actualité, entre autres la récente déclaration du, je cite, présumé Paul Milamboué, qui, répondant aux questions des journalistes sur Radio France Internationale au sujet de l'assassinat de Floribert Chebeya, accusait le chef de l'État de faire partie de la chaîne des assassins de Floribert Chebeya. Julie Sefou et Fisson Tawa pour le reportage. Le 14e sommet de la francophonie serait tombé. Le rapport final des experts des Nations Unies sur l'Est de la RDC et le lynchage médiatique autour de l'affaire Chebeya, autant de sujets qui défraient la chronique et pour lesquels le gouvernement devrait se prononcer. Son porte-parole y a répondu au cours de son point de presse de ce mardi. La République démocratique du Congo est fière d'avoir organisé le 14e sommet de la francophonie dont les acquis sont entre autres la solidarité et la visibilité. En ce qui concerne l'entretien de la ville, le gouvernement recommande à l'hôtel de ville de maintenir ce programme. Quant à la branche politique de M23 qui menace de prendre Goma, le porte-parole du gouvernement parle d'une action dérisoire. Tout est fait maintenant pour donner une couleur locale. En commençant par ce changement de dénomination où il faut absolument qu'on retrouve Congo. Nous croyons parler à des compatriotes qui ont des choses à revendiquer. En réalité, nous parlions à des forces par procuration d'un État étranger qui voulait maintenir sa domination sur nous. Alors cette erreur-là, nous l'avons dit hier, nous ne la recommettrons pas. Je le dis encore aujourd'hui, nous ne la recommettrons pas. Donc il n'y a pas de négociation entre le gouvernement et le M23. Réagissant aux déclarations de l'ex-major Milamboué sur RFI et France 24, des images des membres de sa famille en ont fait le démenti. Et en attendant le jugement, le gouvernement n'a rien à dire car la justice est indépendante. Qu'est-ce qu'on recherche? C'est la vérité. La vérité vient d'où? Ce n'est pas des journalistes. Voilà, nous nous permettons de contester ce qu'ils disent parce qu'ils n'ont pas qualité pour donner la vérité. Dites-vous bien que si c'était un juge qui avait dit cela, je ne me serais pas permis tous ces commentaires. Donc, pourquoi ils ne mettent pas ces informations à la disposition de la justice? Pourquoi ne pas dire à la justice où se trouve le témoin? Ce n'est pas pour qu'on aille l'enlever ou l'arrêter. On peut tout au plus, s'il est réfugié dans un pays, organiser une commission rogatoire. Il est à noter que pour le gouvernement congolais, ce n'est pas la guerre qui arrêtera l'agression, a dit Lambert Mende, qui rassure par ailleurs que des démarches sur plusieurs fronts continuent à être menées. Et toujours avec l'affaire Chebeya, la voix des sans-voix n'atteste pas le rejet par la Haute Cour militaire de justice de la requête des parties civiles, celle demandant l'inculpation de l'ancien commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise, John Numbi. Cette ONG de défense des droits de l'homme compte saisir les instances judiciaires internationales. Reportage. Après le rejet par la Haute Cour militaire des mémoires et requêtes des parties civiles tendant à faire comparaître le général John Numbi, l'organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme, la Voix des sans-voix, envisage une action en justice au plan international. On s'attendait à une telle réponse. Comme cette réponse maintenant est officielle, nous allons nous concerter toutes les parties civiles, voir s'il faut continuer à cautionner la parodie de justice qui se passe là-bas. Il ne faut jamais oublier que nous allons toujours atteindre les institutions judiciaires internationales. Nous pensons que l'impunité devient une règle qui est une règle en République démocratique du Congo, puisse être, disons, attaquée dans le but que le Congo puisse changer, ou les autorités congolaises puissent changer de comportement, c'est dire que personne n'est au-dessus de la loi. Face à ces critiques, le gouvernement avance par le biais de son porte-parole que la justice n'est pas faite pour plaire aux partis, en reconnaissant tout de même la liberté de chacun de saisir une juridiction de son choix. On cherche la vérité, c'est tout. Si la vérité ne plaît pas aux ONG, libre à elles de dire qu'elles ne sont pas contentes. Mais la justice n'est pas là pour complaire aux ONG. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils croient. Que quand on prend une décision de justice, elle doit leur faire plaisir. Pas du tout. Mais où est le problème? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait depuis tout ce temps? C'est maintenant qu'ils découvrent que la justice congolaise n'est pas là pour leur faire plaisir. C'est la liberté de chacun de saisir n'importe quelle juridiction. Mais ça m'étonnerait beaucoup que pour ce cas-là, même la justice internationale puisse fonctionner pour leur faire plaisir. La Haute Cour militaire a quant à elle motivé le rejet des requêtes des parties civiles visant à obtenir l'inculpation du commissaire divisionnaire principal de la police nationale congolaise
entre autres par le fait qu'elle n'a aucune possibilité des droits qui lui permet d'établir la culpabilité sur une personne dont elle n'a pas été saisie. Par ailleurs, la Cour a dit se prescrire le droit de vérifier des informations rapportées au sujet du prévenu fugitif Paul Mouilamboué. Les forces acquises au changement, FAC, bloc réunition des partis de l'opposition, se retrouvent actuellement divisées en deux. D'une part, l'aile Martin Fayulu et d'autre part, Lisanga Bonganga. Deux personnalités politiques de l'opposition qui paraissaient pourtant bien s'accorder jusque-là. Pourtant, les ambitions de leadership ont eu le dessus sur ces derniers. Alain Boma et Fiston Tabac pour le reportage. Ils se réunissaient habituellement ici dans cette salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima, équipe complète dans un amour presque parfait. Personne n'entrevoyait une probable rupture. C'était sans compter sur la nature humaine. Et voilà que cette dernière les rattrape. Les forces acquises au changement, regroupement politique de l'opposition, se retrouvent 5 mois après disloquées. En quelle qualité lui va-t-il pour traduire en justice celui qui engagerait les FAC? Parce que nous avons tous les documents de l'hôtel de ville, les documents du ministère de l'Intérieur, les documents du ministère de la Justice. Nous avons tous ces documents. D'où lui viendra le pouvoir qui va faire prévaloir pour traduire des gens en justice. Lisanga Bonganga, que l'autre camp présente comme un traître, dit puiser sa légitimité sur la charte des FARC, signée mercredi par 25 partis politiques et 9 personnalités indépendantes. Chose que ne partage pas l'aile Martin Fayulu. J'aurais souhaité que lui vous présente les 25 partis politiques dont il est question. Qu'au FAC, il y avait 26 partis politiques et différentes personnalités politiques. Nous sommes venus avec 22 partis politiques. D'où lui viendront les 25 autres? Difficile de départager, mais c'est bien ce qui démontre une fois de plus le caractère pluriel de l'opposition politique congolaise. ARC, sigle détenu aujourd'hui par 2 regroupements politiques. D'une part, le parti d'Olivier Kamitatou, allié à la MP et dénomination désormais portée par l'ancien M23, groupe rebelle l'opérant dans la partie est de la RDC, qui se nomme aujourd'hui Armée révolutionnaire du Congo. Un récit de Christian Kibambé. La mutation du M23 en armée révolutionnaire du Congo, ARC, n'est pas sans conséquence dans l'ordre dénominationnel des regroupements politiques en RDC. Les géniteurs du mouvement ne se sont visiblement pas souvenus de l'existence d'un parti politique RD congolais dénommé Alliance pour le renouveau du Congo, ARC d'un Olivier Kamitatou. Ou faudra-t-il comprendre simplement qu'ils ont fait fi du sigle ou de l'anagramme étant donné la position qui est la leur vis-à-vis du pouvoir ou des institutions de Kinshasa? Quoi qu'il en soit, l'usage de l'abréviation ARC par l'ex-M23, de plus en plus médiatisé en ce jour, n'est pas à l'avantage de l'Alliance pour le renouveau du Congo, regroupement politique de la majorité présidentielle, qui devra désormais développer des stratégies pour subsister face à la concurrence dans l'usage de l'acronyme qui pourtant lui est légalement reconnu en RDC. Et puis dans un tout autre chapitre, la malaria demeure la principale cause de mortalité chez les enfants âgés de 0 à 5 ans, mais également chez les femmes enceintes. Il est donc urgent de la stopper définitivement en République démocratique du Congo. C'est à cela que s'attellent les participants à la 3e revue de performance pour la lutte contre le paludisme ouvert ce mardi à Kinshasa. Patricia Panzo pour le reportage. La malaria doit absolument être boutée hors du territoire de la RDC. La détermination et des participants aux travaux de la revue de performance du programme de lutte contre le paludisme. Des travaux ouverts officiellement ce mardi à Kinshasa par le Programme national de lutte contre le paludisme et ses partenaires. La revue comprend 5 phases, à savoir la phase de planification, la phase de revue documentaire par thème. La 4e phase consiste donc au suivi des recommandations. Et la 5e phase, c'est la phase d'élaboration d'une nouvelle stratégie en se basant sur les évidences obtenues sur terrain et dans les rapports thématiques. Pour l'OMS, la malaria est l'une des principales causes de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Cette revue passe donc pour une étape déterminante. L'Organisation mondiale de la santé, en collaboration avec ses partenaires, accompagne les pays dans la riposte contre cette endémie par l'actualisation régulière des directives de prise en charge, l'appui à la planification de 2e génération
et accorde également son appui à l'élaboration d'une feuille de route nationale pour la couverture universelle des interventions de lutte contre le paludisme. Le directeur du programme national de lutte contre le paludisme juge importante cette évaluation. Quand on passe de l'étape d'un plan stratégique à un autre, il y a toujours des évaluations. Il faut reconnaître qu'actuellement, il y a plutôt une nouvelle méthodologie qui a été développée par l'Organisation mondiale de la santé, qui porte sur la revue des performances du programme. Et donc la RDC a souscrit à cette nouvelle initiative d'évaluer un programme de lutte contre le paludisme. La troisième phase de la revue de performance du programme de lutte contre le paludisme devra donner ses conclusions d'ici le 8 novembre de l'année en cours. Toute autre chose à présent, le mouton était au menu principal cette semaine sur la table de tous les musulmans du monde, et ce à l'occasion de la célèbre fête de la Tabaski qui marque donc la fin du pèlerinage à la Mecque. Et même si la communauté islamique de la RDC a été interdite de faire le déplacement pour l'Arabie Saoudite, la célébration a tout de même vécu en RDC. Christophe Moussoungou sur des images de Fils Matondo. Les mondes musulmans célèbrent ce 26 octobre la fête de mouton. Celle-ci marque la fin du pèlerinage qui est l'un des piliers de cette religion. Et à Kinshasa, la communauté islamique, à travers des cultes, a tenu à célébrer à sa manière cette journée, même si la République démocratique du Congo n'a pas pris part au pèlerinage à la Mecque. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que il y a l'Ouganda, en Ouganda et en RDC, il y a Ebola, il y a choléra. C'est ainsi que nous autres, nous sommes aussi victimes de ces situations, mais ce n'est pas la fin du monde. L'année prochaine, on verra, toutes les dispositions seront prises pour que les musulmans congolais puissent se rendre aussi à la Mecque, accomplir leur pèlerinage. Quelle signification le musulman donne-t-il à cette célébration? Le prophète, quand il a égorgé, il avait avec lui 2 moutons. Il a égorgé le premier mouton, il a dit que c'est pour sa famille. Deuxième mouton, pour le peuple musulman. Donc si quelqu'un qui n'a pas l'argent de gorger, donc le prophète a déjà gorgé pour lui, donc qui ne regrette pas. Nous avons pensé, soi-disant privilégier d'abord les pauvres, et on a eu à distribuer le bœuf dans 2 mosquées. Tenant compte au nombre de musulmans que nous avons ici à Kinshasa, on peut satisfaire le désir de tout le monde. Pour lier l'utile à l'agréable, bœufs, moutons ont été exécutés et distribués pour les fidèles de quelques mosquées de la capitale. Et puis, en sport, l'équipe nationale de la RDC connaît désormais ses adversaires de la CAN 2013 en Afrique du Sud. Révélation faite lors du tirage au sort ce 26 octobre au pays de Nelson Mandela. Si Claude Leroy avait souhaité ne pas rencontrer le Ghana sur son chemin, eh bien, ce n'est plus évitable. Le Ghana se retrouve dans la même poule que la RDC. Toutefois, cela ne quitte en rien le sélectionneur français. Reportage. En balle d'ouverture de la CAN Afrique du Sud 2013 dans la somptueuse ville de Durban, la RDC n'est pas passée à côté des projecteurs. Elle évoluera à Port-Elizabeth dans le groupe B avec le Ghana, le Mali et le Niger. Comme les sélectionneurs nationaux des Léopards, le français Claude Leroy, nous dirons, comme disent le latiniste, alea acta est, le dé en est jeté. La preuve, le technicien français préparait déjà le moral de l'opinion en déclarant quelques semaines auparavant ceci. Si on peut éviter le Ghana qui aurait dû être en demi-finale de la dernière Coupe du Monde et la Côte d'Ivoire qui a quand même fait une démonstration de sa qualité, c'est plutôt mieux. Mais ça ne veut pas dire que si on joue le Ghana et la Côte d'Ivoire, on ne fera pas tout pour les battre. Hein. Vous avez même posé la question, est-ce qu'on sera au niveau de la compétition? Je suis sûr qu'on sera au niveau de la compétition. Je suis sûr qu'on va surprendre. Préoccupation, la République démocratique du Congo a-t-elle des arguments pour faire face au Ghana? Ne pas avoir peur, c'est une chose, mais gagner sur le terrain, ça n'est une autre. Je sais que Claude Leroy a travaillé et au Ghana et chez nous, mais les générations diffèrent. Il aura fort à faire avec une équipe qui est régulière sur le terrain. Maintenant, l'essentiel pour nous, c'est de former un véritable groupe. Ce que je reproche, c'est que nous devons avoir un groupe compact qui a un esprit de corps et qui peut facilement comprendre les consignes et les appliquer.
Des faits marquants sont à retenir pour la CAN 2013, la première participation des requins bleus du Cap-Vert, le retour de l'Éthiopie après 30 ans d'absence à la CAN, sans oublier le groupe estimé de la mort par certains, comme celui composé de la Côte d'Ivoire, du Togo, de la Tunisie et de l'Algérie. Ces groupes-là évoluera dans la ville de Rustenberg. Nous sommes là en République sud-africaine. Nous allons nous séparer en musique avec la somptueuse voix de cet artiste de gospel Dena Moana, révélation du monde musical chrétien. Elle était en concert dans la salle du Romeo Golf devant un parterre d'amoureux de la musique gospel. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, mais entre-temps, je vous laisse sous cet air musical qui sera suivi de votre magazine dominical, entre guillemets, Claude Kamanga qui reçoit pour vous Jérémy Makndumba, coordonnateur de l'ITIE. Dieu de ce podium érigé dans la salle Romeo Golf, une voix, celle de Dena. La cantatrice affrontait pour la première fois le public quinois. Avec un grain de voix hors du commun et un album au son moderne et évolutif, Dena n'a pas eu de difficultés à remplir la salle de spectacle. Des mélancolies et des sons triés dans un répertoire mêlant chant et composition, dans une diversité stylistique. Sa voix étonnante aux multiples nuances a percé dans des ballades à l'odeur de louange et adoration comme dans une prière. Un cri, un appel. Il est temps de se lever comme adorateur. Il est temps de passer du temps dans la présence du Seigneur et de pouvoir communiquer ce que le Seigneur nous a donné. Et c'est un travail que j'ai et c'est un travail que je voudrais communiquer, que ce soit aux jeunes et que ce soit à toutes les personnes qui sont autour de moi. Donc les adorateurs devront se lever maintenant. Un spectacle qui a révélé l'ampleur de son talent sur scène, un style musical décrit comme un appel au cœur brisé, désirant aller à l'encontre de l'éternel Dieu. Cette couleur qu'elle donne en fait, c'est-à-dire que pour prier ou pour louer le Seigneur, il ne faut pas nécessairement rester calme. On peut bouger, on peut sauter, on peut devenir fou pour louer le Seigneur. Et c'est ce qu'elle a montré aujourd'hui, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, beaucoup. Ce qui m'a le plus touché, c'est une nouvelle chanson que la sœur Dena a chantée, qui est une très grande expérience en fait personnellement quand elle a chanté à tes pieds. C'est une chanson qu'elle a à peine composée il n'y a pas très longtemps. Et pour moi, c'est en train de dépeindre en fait même sa vie personnelle, spirituellement, où est-ce qu'elle en est. Et à ce moment-là, j'étais très personnellement interpellé à voir comment elle exprime ses propres expériences. Quand tu regardes les gens qui sont venus prier, tu sens qu'ils sont venus parler à Dieu. Ils utilisent les artistes qui sont sur le podium comme des reflets pour aller vers leur Dieu. Ça, c'est la plus belle chose. Et cette nuit, des chœurs ont répondu à un chœur pour une communion. La chanteuse a exploité son talent pour emballer l'assistance venue pour la circonstance. Accompagnée d'un quarto des musiciens, elle nous a livré des chansons aux inspirations gospel, techno, teintées des folk.
belle voix du paysage musical chrétien actuel. Son timbre de voix nous chante de mots empreints de gaieté. Elle est une voix chrétienne internationalement reconnue, consacrée à la promotion et l'expression de l'évangile Jésus-Christ, de la parole de Dieu et de la vie chrétienne par la musique.